Bonsoir, je m'appelle Christophe Bernard, je suis directeur de recherche à l'INSERM, à l'Institut de neurosciences des systèmes, et je travaille sur les mécanismes de l'épilepsie. Et aujourd'hui, je voudrais vous emmener faire un voyage au-delà des frontières de la médecine du cerveau. Veuillez m'excuser. C'est mon médecin qui me dit qu'au vu de mes dernières analyses, il prédit que je vais développer la maladie d'Alzheimer d'ici 10 ans. Ça, c'est une prédiction dont je me serais bien passé. Ça continue. Il m'indique aussi qu'il existe un traitement personnalisé et préventif qui va empêcher la maladie de se produire. Ouf. Bon, évidemment, ça, c'est de la science-fiction, mais c'est ce que veut réaliser la médecine du futur. Et cette médecine du futur, elle a un nom. C'est la médecine 3P. Et ces 3P sont P de personnalisé, P de prédictif et P de préventif. Alors pourquoi on a besoin d'une telle médecine? Le cerveau, c'est un peu comme une voiture. Au cours du temps, les pièces s'usent. Pour la voiture, ça peut conduire à des défauts, un mauvais fonctionnement. Dans le cerveau, c'est la même chose. Au fur et à mesure que le cerveau vieillit, on a de plus en plus de risques de développer des maladies du cerveau. Alors on pourrait se dire, pourquoi? Si la nature était bien faite, eh bien on vieillirait en bonne santé. Là, il se trouve que, comme l'espérance de vie de l'humanité ne cesse d'augmenter, on vit de plus en plus vieux, et il y a de plus en plus de personnes atteintes de maladies du cerveau. Et elles sont nombreuses. Les épilepsies, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, et bien d'autres. Donc pourquoi on ne vieillit pas en bonne santé? Pourquoi le cerveau ne vieillit-il pas sans développer des pathologies? Alors, pour illustrer de façon possible la réponse à cette question, je vais vous montrer une vieille photo de famille. Au Paléolithique, il y a environ 3,3 millions d'années, l'espérance de vie était de 22 à 33 ans. Cette espérance de vie n'a pas changé jusqu'au Moyen Âge. C'est resté de 22 à 33 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours des millénaires, l'évolution s'est faite et la sélection s'est faite de telle sorte que nous soyons optimisés pour la reproduction et pour la forme physique et pour nos capacités entre 22 et 33 ans. Il n'y avait pas besoin de sélectionner des gènes qui nous permettent de vieillir en bonne santé, de faire en sorte que le cerveau ne développe pas de maladies, parce que c'était un nombre très petit d'individus qui atteignaient l'âge de 60 ans. Ce patrimoine génétique, on en a hérité. On ne peut pas le changer. C'est pour ça qu'il faut une médecine adaptée pour répondre aux besoins de l'augmentation du nombre de maladies du cerveau. C'est un enjeu de santé publique majeur. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi et comment tout ça vient et pourquoi il faut une approche personnalisée. Le fond génétique, comme vous le savez, le patrimoine génétique, il est personnel. Votre patrimoine génétique est différent du mien. Il est différent de celui de vos voisins. On en a tous un différent. Et vous savez aussi que nous avons des gènes à risque de développer des pathologies, les cancers, mais aussi les maladies du cerveau. Par exemple, dans la population, 2% de cette population portent une mutation sur un gène. Et les porteurs de cette mutation ont 10 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Ça vous montre que le patrimoine génétique de chacun joue un rôle fondamental sur l'expression, la manifestation des maladies du cerveau. Et ça justifie une approche personnalisée. Mais les gènes n'expliquent pas que tout.
l'environnement joue un rôle aussi très important. La façon dont on mène sa vie, ce que l'on mange, selon qu'on boit de l'alcool, qu'on fume, qu'on fasse du sport, ou qu'on subisse des stress intenses dans l'environnement du travail, vont aussi jouer un rôle important sur le risque de développer des maladies du cerveau. Et comme on a des expériences de vie qui sont uniques, qui sont personnelles, il faut d'autant plus avoir une approche personnalisée qui tienne compte du fond génétique unique et des expériences uniques menées par chaque personne. Donc ça vous explique pourquoi on a besoin d'une médecine personnalisée. Maintenant, pourquoi doit-elle être prédictive? Déjà, tout simplement parce que si notre fond génétique fait que de toute façon, lorsque la population vieillit et de plus en plus, il y aura de plus en plus de malades, et qu'on ne peut pas changer le fond génétique, la stratégie la plus efficace à l'heure actuelle, c'est d'essayer de prédire l'apparition de ces pathologies et, en les prédisant, de pouvoir les traiter en amont avant qu'elles se manifestent. Est-ce qu'une telle prédiction est possible? Autour de nous, on a des exemples de prédictions qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors moi, j'ai essayé Madame Irma et sa boule de cristal, ça n'a jamais marché. Mais dans la réalité, les prévisions météorologiques sont un bon exemple de prédiction qui fonctionne à peu près bien. Comment on fait ça? Bien, il y a des super ordinateurs qui contiennent des modèles mathématiques de l'atmosphère terrestre. Un modèle très compliqué qui a été construit au cours du temps grâce à des données météo qui ont été accumulées et en sachant le temps qu'il faisait à ce moment-là. Ces modèles mathématiques sont nourris chaque jour de données météorologiques, la pression atmosphérique, la vitesse du vent, la température, etc. Et on utilise ces données pour prédire le temps qu'il va faire dans les jours qui suivent. Alors, imaginons maintenant qu'on puisse faire la même chose chez l'homme. Qu'on soit capable de mesurer des données biologiques chez chaque individu au cours du temps et qu'on dispose d'un modèle qui nous permette de prédire les trajectoires de chaque individu au cours de sa vie. Alors, mettons ce modèle sous forme de carte. Alors, s'il y a une chose dont on est absolument sûr, c'est qu'on commence tous de la même façon, c'est la conception, et qu'on finit tous de la même façon, c'est la mort. Bon alors, c'est pas parce que j'habite Marseille que je considère que Paris c'est la mort, mais c'est juste que sur cette carte, toutes les autoroutes convergent vers Paris. Comme je vous l'ai dit, on a tous un patrimoine génétique différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre point de départ sur la carte va être différent pour chacun d'entre nous. Et l'idée, c'est de pouvoir reconstruire la trajectoire de chaque individu jusqu'à la mort. Alors maintenant, regardons quelqu'un qui part de Marseille. Bien, pour aller à Paris, il peut passer par Lyon en fonction de ses expériences de vie. Maintenant, considérons une autre personne qui part aussi de Marseille, qui va avoir d'autres expériences de vie et ses trajectoires vont être différentes. Il va passer par Clermont-Ferrand pour arriver à Paris. Et enfin, un troisième individu qui a un patrimoine génétique complètement différent va partir de Biarritz et va passer par l'ouest pour rejoindre Paris. Donc l'idée, c'est d'essayer de reconstruire ce modèle qui serait l'équivalent du modèle de l'atmosphère terrestre pour les prévisions météo chez l'homme. Reconstruire cette trajectoire. Mais en fait, c'est ce qui a lieu en ce moment dans de nombreux centres de recherche de par le monde. Des milliers de volontaires ont été recrutés et sont suivis au cours du temps. Et on va essayer de reconstruire, de construire leur trajectoire et d'établir cette carte. Alors ça, c'est important parce que statistiquement, ces individus, au cours du vieillissement, certains d'entre eux vont développer des maladies du cerveau. Et ça va nous permettre de visualiser ces maladies sur la carte. On va pouvoir placer ainsi où se trouve l'épilepsie, où se trouve la maladie d'Alzheimer. Et là, on aura franchi une étape incroyable pour prédire ces pathologies. Pourquoi? Là, on aura construit le modèle dont je vous parlais. Et ensuite, quand on va prendre d'autres individus et suivre leurs paramètres biologiques, on va suivre leur trajectoire
Et quand on verra quelqu'un qui part de Marseille, qui passe par Lyon et qui, après la bifurcation de Dijon, est toujours sur la même autoroute, on va pouvoir prédire qu'il va développer une épilepsie à terme. De la même façon, un autre individu partant lui aussi de Marseille, après Clermont-Ferrand et la bifurcation pour Bourges, on pourra prédire qu'il va développer la maladie d'Alzheimer. Et ça nous permettra de faire une médecine prédictive. Et ça sera l'étape indispensable avant de passer à la médecine préventive. Alors la médecine préventive, elle en est encore qu'au stade des balbutiements, c'est de la recherche fondamentale, mais vous comprenez très bien comment ça peut se passer. Mettons que l'on prédise qu'un individu soit sur une trajectoire pour développer une épilepsie, eh ben, tout ce qui reste à faire, c'est d'identifier un chemin et de le pousser sur ce chemin pour qu'il contourne la région où il y a l'épilepsie, afin qu'il ne la développe pas. Alors, on n'en est pas encore là. Et vous pouvez me dire, est-ce que c'est de la science-fiction? Pas tout à fait. Cette médecine 3P, elle existe déjà, elle est en train de développer, et notamment à l'Institut de neurosciences des systèmes, à la Timone, et ça concerne l'épilepsie. L'épilepsie, c'est le désordre neurologique le plus fréquent après la migraine. Le problème, c'est que 30% des patients ne répondent pas au traitement avec des médicaments. Ça fait beaucoup de personnes. Un espoir pour ces patients de guérison, c'est la neurochirurgie. La neurochirurgie, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à enlever les régions du cerveau qui sont responsables des crises, quand c'est possible. Et avec ça, on peut essayer de guérir le patient. Mais ce n'est pas facile d'identifier ces régions qui sont responsables des crises. Alors, ce que l'on fait à Marseille, c'est la chose suivante. Lorsque les patients arrivent dans le service clinique, ils vont subir toute une batterie de tests. Parmi ces tests, il y a une IRM du cerveau qui est faite, extrêmement détaillée. Cette IRM du cerveau va permettre de reconstruire dans l'ordinateur le cerveau du patient. Un avatar, si vous voulez, ou un cerveau virtuel. Et ça, c'est de la médecine personnalisée puisque chaque cerveau est unique. Donc, on va reconstruire dans l'ordinateur le cerveau du patient. Ensuite, il y a des modèles compliqués avec de l'intelligence artificielle qui permettent d'étudier comment les crises sont générées à l'intérieur de ce cerveau virtuel. Et ça permet de faire une prédiction, de prédire quelles sont les régions à enlever pour guérir le patient. Cette information, cette prédiction, est donnée à l'équipe clinique avec toutes les autres données qui sont accumulées sur ce patient, et l'équipe clinique décide ou non de les utiliser pour la neurochirurgie. C'est un essai clinique qui est en cours et on saura à la fin si cette procédure de virtualisation augmente le taux de succès de la neurochirurgie, si on augmente le taux de guérison des patients. Alors ça, c'est actuellement en cours, mais ça vous montre bien un exemple concret de médecine 3P, personnalisée puisque chaque cerveau est unique, prédictive, on prédit la zone qui est responsable de l'apparition des crises, et préventive, et même plus que préventive, puisqu'ici elle se veut curative. Donc voici à quoi pourrait ressembler la médecine du futur. La médecine du futur pourrait ressembler à ça. On est capable de faire la cartographie du génome de chaque individu. Donc on sait quel est le point de départ. Et on pourrait accumuler des données tout au long de la vie d'un individu, des données biologiques, ça peut être la fréquence cardiaque, ça peut être le taux de cholestérol, ça peut être l'activité du cerveau. Ça, c'est pas de la science-fiction, j'ai une montre connectée qui mesure en permanence mon rythme cardiaque. Votre téléphone peut mesurer la qualité de votre sommeil. Comme on a cette carte, comme on l'espère, qui modélise les trajectoires de chaque individu, on va utiliser ces données pour pouvoir prédire les trajectoires de chacun et s'ils vont développer à terme une maladie du cerveau. Alors ça fait appel évidemment au big data, à l'intelligence artificielle. Il faudra résoudre des problèmes d'éthique et de sécurité des données bien avant de se lancer dans ce genre d'entreprise. Mais je ne vous ai pas encore parlé du point le plus important. Le point le plus important, c'est le 4e P.
Ce P-là, il veut dire participatif. Cette médecine du futur ne verra le jour et ne sera couronnée de succès que si et seulement si l'individu reste au centre des décisions. C'est à lui de décider s'il veut fournir ces données au cours de sa vie. C'est à lui de décider ce qu'il fera des prédictions qu'on lui fera. C'est à lui de décider de prendre un traitement préventif pour empêcher l'apparition des pathologies. Autrement dit, l'individu doit rester libre de ses décisions. Ça, c'est un problème d'éthique qui sont conjugaux présents et pas dans le futur. Merci.